I've always wanted to do film, but tours got in the way. That's why I want to take several years off just doing film. Michael Jackson a toujours rêvé de conquérir le 7e art. Un endroit qui a eu énormément de mal à lui ouvrir ses portes, tant de projets qui n'ont pas permis un décollage certain. Jusqu'à d'autres projets qui furent carrément avortés. Je vous propose de revenir aujourd'hui sur les différentes œuvres qui ont ou failli avoir une participation de Michael Jackson dans leur projet. Si en 1972, il signe la bande originale du film Ben, c'est véritablement en 1978 que Michael fait ses premiers pas au cinéma. On note donc sa participation au film The Wiz qui va avoir une importance capitale pour sa carrière. Alors quand je dis important pour sa carrière, bien sûr il ne s'agit pas de sa carrière au cinéma, mais de sa carrière musicale. C'est sur le tournage qu'il rencontre Quincy Jones qui va produire ses 3 premiers albums solo chez CBS. Mais à la limite, j'ai déjà fait une vidéo qui est entièrement dédiée au film, donc si vous voulez plus de précision, c'est juste ici. Michael Jackson démontre son attirance pour le cinéma en se rendant souvent sur les plateaux de tournage, prétextant à juste titre rendre visite à ses amis. On peut par exemple l'apercevoir en 1983 sur le tournage de la série Dynasty avec sa sœur LaToya Jackson, mais dès 1980, ses liens avec le cinéma offrent une porte à Michael Jackson lorsqu'il rend visite à son amie Jane Fonda sur le tournage de One Golden Pond. Jane Fonda, avec qui Michael Jackson s'était lié d'amitié quelques temps auparavant. La star est invitée à venir passer quelques jours sur le tournage du film dans le New Hampshire. Jane Fonda est alors l'héroïne du film aux côtés de son père Henry Fonda et Katharine Hepburn. Pourtant à la base, Katharine Hepburn déteste avoir des invités sur ses tournages. C'est ce que va expliquer Jane Fonda aux étudiants de cinéma dans l'université de Loyola Marymount de Los Angeles. Indiquant alors « Quand j'ai demandé la permission à Katharine, elle n'était pas contente. L'équipe de tournage a répondu « Vous ne comprenez pas, c'est Michael Jackson !» Katharine a fini par l'accepter. Il voulait être une star de cinéma, il venait tout juste de terminer le film The Wiz. Il avait un magnétophone avec lui et tous les jours je l'emmenais sur le plateau. Entre deux scènes, elle s'asseyait et prenait une chaise pour lui. Elle lui racontait plein d'histoires. Si seulement je savais où se trouvent ces cassettes. Et chaque histoire comportait une leçon. Elle a parlé de Laurette Taylor par exemple. Laurette Taylor était tout simplement époustouflante dans la ménagerie de verre. Alors elle a parlé de cette performance transcendante à Michael en ajoutant qu'elle avait revu Laurette dans le même rôle 25 ou 30 ans plus tard. La magie avait disparu. Katharine a alors dit à Michael qu'elle ne ressentait plus la faim. Une chose si merveilleuse à dire à un jeune chanteur comme Michael, qu'il devait rester affamé. Et Michael Jackson va rester près de 10 jours avec Jane Fonda. Entre bain de minuit et apparition au festival Day in the Park, où Michael montre sa satisfaction quand Art Harriman and Keith Bush des Smith Bros entament Rockin' Robin. Jane Fonda et Michael Jackson sont d'ailleurs restés très proches et celui-ci avait indiqué « J'avais peur de la rencontre d'abord. Lorsque je suis arrivé sur le plateau de One Golden Pond, où j'ai été l'invité de Jane Fonda, nous avons bavardé un moment. Elle m'a invité à dîner le lendemain soir. J'étais très heureux et très fier. Depuis, nous nous voyons assez souvent et nous sommes très proches. » C'est d'ailleurs Jane Fonda qui va être la première à suggérer à Michael Jackson d'interpréter un jour Peter Pan au cinéma. Sûrement un des projets qui va connaître le plus de rebondissements pour Michael Jackson et qui en sera d'ailleurs aussi sa plus grosse déception. C'est un jour que Jane Fonda et Michael Jackson étaient ensemble en voiture que celle-ci commence à aborder le sujet. « Je sais ce qu'il faut que tu fasses. Peter Pan, c'est ça. » Michael en a eu les larmes aux yeux. Pourquoi avait-elle pensé à ce personnage en particulier ? Parce que d'après elle, il incarnait parfaitement Peter Pan, symbole de jeunesse, de joie et de liberté. Michael s'est mis à pleurer et lui répondit « Tu sais, les murs de ma chambre sont couverts de posters de Peter Pan. Je m'identifie complètement à lui, au garçon perdu du pays imaginaire. » D'ailleurs, parlons-en de ce projet Peter Pan qui a failli voir le jour sous la coupe de Steven Spielberg. Celui-ci souhaitait adapter le roman de James Matthew sur grand écran. Michael aurait évidemment tenu le rôle de son héros, et certaines rumeurs de l'époque annonçaient également que Jane Fonda aurait dû être la partenaire de Michael. Spielberg avait sérieusement commencé à travailler sur ce projet, inspiré à la fois du film muet de 1924 et du dessin animé Disney de 1953. C'est en 1985 que le film entre en pré-production, mais malheureusement, cette collaboration entre ces 3 grands artistes n'aura jamais lieu. Steven Spielberg, qui vient d'être père, laisse tomber son projet et le journal Star News du 29 décembre 1986 annonce que les droits du film ont été récupérés par les studios Disney et l'entrepreneur Dodi Fayed. De plus, le tarif trop important demandé par Michael Jackson pour ce projet empêche de débloquer des fonds pour la production du film. Spielberg décide finalement d'adapter Peter Pan d'une manière très différente en 1991 avec le film Hook. Mais Michael n'est plus intéressé par la vision que Spielberg veut donner de son personnage de Peter Pan. Et comme vous le savez, c'est finalement Robin Williams qui va interpréter le rôle.
Mais de son côté, Michael Jackson ne désespère pas de pouvoir interpréter un jour Peter Pan au cinéma et va commencer à réfléchir sur un autre projet qu'on va aborder un peu plus tard. De leur côté, Spielberg et Michael Jackson vont tout de même réussir à collaborer sur un projet en 1982. Le réalisateur sollicite Quincy Jones pour un projet devant faire la promotion du film E.T., un storybook qui raconterait l'histoire du film. Un projet qui a d'ailleurs failli tuer l'album Thriller. Mais si vous voulez plus de précision, une vidéo entièrement dédiée dessus est disponible juste ici. Michael Jackson et Spielberg sont très amis sur la période des années 80. À côté du projet avorté de Peter Pan, Spielberg invite Michael Jackson en 85 à passer sur le tournage des Goonies pour les séquences prises à Los Angeles. Michael Jackson va donc se rendre au Warner Bros Studio de Los Angeles, au Studio 16 plus précisément. L'un des plus grands hangars des studios, celle où sont tournées les dernières scènes où les enfants empruntent un tunnel qui les mène au bateau pirate. C'est d'ailleurs sur ce tournage que Corey Feldman, qui interprète Bagoo, va rencontrer Michael Jackson et devenir un de ses meilleurs amis de l'époque. D'ailleurs, on le sait, Corey Feldman a à plusieurs reprises pris la défense de Michael Jackson. C'est Steven Spielberg, pendant la réalisation du film, qui va annoncer au jeune acteur la venue de Michael Jackson. Juste avant de tourner la scène où il crie « Inversez la pression !» Lorsque les enfants tapent sur la plomberie dans le sous-sol du country club, il a alors obtenu la réaction qu'il attendait du garçon. Et bien entendu, les acteurs et le réalisateur Richard Donner vont avoir le droit à leur photo avec Michael Jackson. D'ailleurs, le 29 mai de cette même année, alors que Michael est en train de travailler sur la production de Captain EO avec George Lucas, il va également se rendre sur le tournage du spin-off de Star Wars, l'aventure des Ewoks, le deuxième volet. Ce film propose une aventure avec le Ewok Wicket aperçu dans le Retour du Jedi. Warwick Davis, qui joue le personnage de Wicket, s'est souvenu de la visite du chanteur. Une visite non programmée alors que la star se rendait à la ILM, la compagnie d'effets spéciaux de George Lucas. Mais voilà ce que l'acteur avait déclaré. C'était une visite très discrète, il est arrivé simplement, sans entourage, sans fanfare, juste Michael Jackson. Nous avons discuté des Ewoks et je ne me souviens même pas si j'ai finalement retiré ma tête d'Ewok lors de notre rencontre. Regardez la photo qui rencontre le roi de la pop et resté caché derrière un masque à fourrure pour la photo de sa vie. C'était moi là-dedans, promis. J'ai décidé de publier cela maintenant en signe de respect et d'admiration pour un très grand chanteur, interprète, artiste et être humain. Merci Michael d'avoir été la bande originale de mon enfance. Et pour continuer succinctement sur la présence de Michael Jackson sur les plateaux de tournage, c'est en 1988, pendant le Bad Tour, que Steven Spielberg l'invite sur le tournage de Indiana Jones et la dernière croisade. C'est toujours super valorisant de voir ces grandes icônes de la pop culture ensemble au même endroit sur un tournage aussi iconique que celui d'Indiana Jones. Bon, et comme nous sommes dans l'année 88, je sais que vous vous attendez à ce que j'évoque Moonwalker, mais je vais pas le faire ici pour la simple et bonne raison que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet qui est disponible juste ici. Car si l'année 88 voit les projets de cinéma de Michael Jackson se concrétiser avec ce film, celui-ci a en tête de proposer sa version du fantôme de l'opéra. Rôle que Steven Spielberg avait déjà envisagé pour Michael Jackson un an plus tôt dans une potentielle adaptation. Bon, clairement, là, je crois que je vais me mettre à chialer si je continue à vous évoquer les projets entre Michael Jackson et Steven Spielberg parce que c'est tellement des actes manqués et pour le coup, le fantôme de l'opéra, ça aurait été juste, parfait pour Michael. Andrew Lloyd Webber évoque en juin 2009 sa relation avec Michael Jackson au telegraph.co.uk. Ma première rencontre avec Michael a eu lieu quand il est venu voir le fantôme de l'opéra à New York, alors que nous venions de commencer en 1988. Il était clairement intéressé par la pièce. Il l'a vue à plusieurs reprises et avait l'habitude de venir dans les coulisses, la plupart du temps sans ses gardes du corps. L'histoire l'avait touché. Je pense qu'il se sentait lié aux musiciens solitaires et tourmentés. Cette idée d'un homme qui travaille à travers la musique et qui a une fille comme muse l'a intrigué et il aimait l'illusion qu'il y avait dans le spectacle. Michael était intéressé pour jouer le fantôme lui-même dans une version cinématographique du spectacle. Nous en avons beaucoup parlé, mais nous venions tout juste de commencer la comédie musicale et à l'époque, je pensais qu'il était trop tôt pour en faire un film. Son intérêt pour le fantôme venait du fait qu'il aurait voulu faire lui-même quelque chose de théâtral. Et c'est 5 ans plus tard, en 1993, que ce projet commence à se concrétiser. Selon le magazine français Black and White, Andrew Lloyd Webber aurait proposé le rôle principal de l'adaptation cinématographique de sa pièce à Michael Jackson, qui serait en train de réfléchir à sa proposition. Le film verra finalement le jour en 2004, mais malheureusement sans Michael Jackson qui entre-temps a été écarté du projet. Eh oui, encore un acte manqué. Bon, c'est pas grave. Revenons en 88 et parlons donc de ce fameux projet cinématographique autour de Peter Pan. Michael rencontre le metteur en scène anglais Trevor Nunn à Sydney dans sa chambre d'hôtel.
Au cours de leur discussion, Michael apprend que Noon a déjà mis en scène Peter Pan pour une comédie musicale et qu'il avait réussi à faire voler des adultes lors du spectacle. Tout excité, Michael Jackson lui demande s'il peut jouer Peter Pan. Trevor Noon avait déclaré « Il connaissait chaque événement de l'histoire de Peter Pan et il récitait des passages du livre ». Et le désir de Michael Jackson à jouer Peter Pan n'a jamais faibli au travers de toutes ces années. En 1997, dans une interview accordée en exclusivité au magazine Life, après la naissance de son premier enfant, Michael explique être en train de préparer une adaptation de Peter Pan de J.M. Barrie. Après avoir été, dit-il, lâché par Steven Spielberg, qui est revenu sur l'offre qu'il lui avait fait 6 ans plus tôt, celle de faire appel à Michael pour jouer dans Hook. Michael avait d'ailleurs exprimé sa déception ainsi. « J'ai travaillé sur le script, j'ai écrit des chansons pendant 6 mois et ils m'ont laissé tomber, ça m'a brisé le cœur. Steven Spielberg a admis plus tard que c'était une erreur, ça m'a fait beaucoup de mal, il m'a fait subir beaucoup de choses, mais nous sommes de nouveau amis. » Et comme l'avenir va malheureusement nous le confirmer, Michael Jackson n'aura jamais l'opportunité de jouer un jour Peter Pan au cinéma. Une de ses plus grosses déceptions, dans cette même déception de ne jamais avoir eu de rôle intéressant au cinéma. Mais Michael Jackson ne désespère pas de pouvoir toucher un jour le 7e art et se lance en 1991 sur 2 projets originaux. Un film musical intitulé Midnight, produit par Jon Peters, l'ex-vice-président de Sony Pictures Entertainment, et Anton Furst, le chef décorateur du Batman de Tim Burton, sur un scénario de Caroline Thompson et Larry Wilson qui avaient déjà écrit La famille Addams. Le film était prévu pour sortir en salle durant l'été 93. L'histoire, d'après une idée originale de Michael Jackson lui-même, devait mettre en scène un héros persécuté par un docteur voulant découvrir ses pouvoirs. Et bien sûr, Michael Jackson devait tenir le rôle titre. Mais malheureusement, Anton Furst se suicide en novembre 91. Le Hollywood Reporter dévoile cependant dans le courant de l'année 92, indiquant ainsi que la production continue, que cette aventure fantastique présentait des effets spéciaux jamais exploités auparavant au cinéma. Lorsqu'il allait sortir sur les écrans, il allait littéralement créer la surprise. Mais Michael Jackson étant en tournée pour son Dangerous Tour, Jon Peters préfère jeter l'éponge et la production est totalement arrêtée. Le magazine Black and White numéro 5 de mars 93 annonce toutefois que le tournage devait commencer en novembre 92, durant la pause entre les dates européennes et les dates asiatiques du Dangerous Tour. C'est d'ailleurs en 92 qu'un autre projet va émerger, une version masculine de Cendrillon qui se déroulerait à la Nouvelle-Orléans. Michael Jackson devait bien sûr tenir le rôle principal de ce projet, qui devait s'intituler Adam at Midnight. L'artiste Greg Hildenbrandt, ami de Michael Jackson depuis quelques années, est commissionné par un producteur de Los Angeles pour créer une peinture en guise de pré-production. Hildenbrandt a réalisé plusieurs croquis où on voit Michael se transformer en super-héros, élément que le producteur va utiliser afin d'obtenir des fonds. Mais le projet va finalement rester dans ses tiroirs. Ouais, je sais, ça doit vous faire bizarre de voir parler que d'échecs autour de Michael Jackson. Mais revenons un peu en 1993 pour parler d'un autre projet original centré cette fois-ci sur de l'animation. La rumeur commence à se propager autour du fait que Michael aurait accepté de prêter sa voix à un personnage du film animé Cats Don't Dance de David Kirshner. Produit par la Warner Bros., prévu avec un budget très conséquent de 50 millions de dollars, le projet mi-dessin animé mi-film allait mettre en vedette des reproductions dessinées d'acteurs de cinéma des années 30 qui de temps à autre citeraient certaines de leurs phrases mythiques. Michael devait produire le film, prévu pour 96, mais en être également la star et le consultant pour la musique et les chorégraphies. C'est dans un article du 15 juin 1993 que Kirshner explique au journal Reading Eagle que Michael est sur le projet à tous les points de vue. Le scénario, les dessins, les idées pour les personnages, il a mis tout son cœur et son âme dans ce projet. Et selon le site tvtrop.org, les personnages des Looney Tunes étaient prévus pour le film, mais vont être utilisés pour le film Space Jam. Et bonne nouvelle, le film va réussir à sortir, mais mauvaise nouvelle, toujours sans Michael Jackson. Celui-ci faisant face à ce moment-là à l'affaire Chandler. Le film va sortir sur les écrans en 97 sous le nom de Danny le chat, superstar en France. L'histoire de ce chat Danny, qui à la fin des années 30 quitte sa ville natale de l'Indiana pour trouver le succès à Hollywood, n'est pas sans rappeler l'histoire de Michael et ses frères. On sait de toute façon qu'en 1993, l'affaire Chandler a désamorcé bon nombre de projets, comme le remake du film de 1938 Angel with Dirty Face, ainsi qu'une comédie musicale autour du roman fantastique de Charles G. Finney, The Seven Faces of Dr. Lao. Les 2 projets sont proposés à Michael Jackson par son ami Rusty Lemorand, qui avait travaillé avec lui sur Captain EO. Et dans The Seven Faces of Dr. Lao, Michael devait interpréter le rôle principal du Dr. Lao, directeur de cirque chinois avec des pouvoirs magiques. Rusty Lemorand avait déclaré d'ailleurs par rapport à ces 2 projets:
En partie grâce à la façon dont je les lui avais expliqué, nous avions des croquis et les créatures étaient prêtes. Pour Dr Lao, nous avions construit des maquettes du cirque et il s'était engagé dans les 2 projets. Ce qui était exceptionnel à cette époque. L'un des films était prévu avec Warner, l'autre avec Turner, qui possédait les droits, tout était génial. Et puis il y a eu le scandale. Qui, vous l'avez compris, va fortement fragiliser la volonté des studios à vouloir associer leur image à celle de Michael Jackson. Ils sont devenus très nerveux, ils ne savaient pas si Michael Jackson attirerait encore du public. Plus personne ne voulait de lui, et c'est triste que cela n'ait pas pu se faire, car c'était vraiment important pour Michael de faire du cinéma. Cependant, en 1994, des rumeurs affirment que le projet autour du Dr Lao serait toujours d'actualité. Stan Winston, qui va collaborer avec Michael sur Ghost, est pressenti pour les effets spéciaux, et en décembre 1994, Giorgio Moroder est approché pour aider à travailler sur la bande originale du film. Le tournage aurait dû commencer en janvier 1995, mais il n'aura finalement jamais lieu. Michael Jackson était trop occupé avec son album History, qui va paraître quelques mois plus tard. Et il faudra attendre l'année 99 avant que les médias reparlent d'un projet de film avec Michael Jackson. Provisoirement baptisé The Nightmare of Edgar Allan Poe, où Michael Jackson devait interpréter le rôle titre. Mettant en scène la dernière semaine de vie du célèbre écrivain et poète américain Edgar Allan Poe, décédé à l'âge de 40 ans en 1849 dans des conditions toujours indéterminées. Michael Jackson avait d'ailleurs déjà évoqué le fait qu'il admirait l'auteur et ses histoires fantastiques. Voilà ce qu'il avait déclaré. « Je suis intéressé par l'écriture, particulièrement dans des histoires du genre de celle d'Edgar Allan Poe. Mon professeur m'en faisait lire devant la classe, je ne voulais pas mais elle insistait. Je le faisais et ensuite tout le monde commençait à applaudir et cela m'aidait à m'améliorer. » Le film est écrit par Philip Levin et Michael Jackson va fortement s'investir pour la production. Le tournage était prévu au Canada à Montréal de mars à avril 2001. Michael avait contacté Steven Spielberg qui lui avait suggéré plusieurs réalisateurs, dont Tim Burton, et il prenait des cours de théâtre auprès de son ami Marlon Brando. Il avait vraiment une promesse forte autour de ce projet. Alors que Michael promettait un film très effrayant, Gary Pudney voulait rassurer sur le fait que l'on ne verrait plus Michael Jackson sous les traits de l'auteur au bout de 10 minutes de film. Décrivant alors, Michael ne va pas ressembler exactement à Poe. Mais vous ne serez pas en mesure de faire la différence au bout de 10 minutes de film. Ça va être absolument spectaculaire. Il y aura des goodies horribles et cela se terminera avec tous les fantômes que Poe a évoqués et qui revenaient le hanter à la fin de sa vie. Michael Jackson aurait d'ailleurs écrit une chanson pour le film avec Walter Anafasiev, avec lequel il avait déjà travaillé sur la chanson Fall Again. La chanson s'inspirait directement des poèmes de Poe et Michael aurait dû l'interpréter dans une séquence. Oui, je sais, ça me fait mal au cœur de vous le dire une fois de plus, mais je suis obligé. Ce projet ne verra jamais le jour. Nouvelle tentative en 2001 de Michael Jackson avec l'animation travaillant sur The Way of the Unicorn, Endanger One, que l'on pourrait traduire par La voix de la licorne, première menace. Un projet ambitieux avec un budget de près de 75 millions de dollars, Michael devait prêter sa voix à Sailor, un jeune orphelin qui, avec l'aide d'une riche célibataire et d'un groupe d'animaux en voie de disparition, tente de sauver la planète. Il devait produire le dessin animé avec Big International Group of Entertainment Company, qui était prévu pour sortir au printemps 2003. D'autres célébrités du cinéma devaient prêter également leur voix. Le script du film et les croquis du personnage à qui Michael devait prêter sa voix étaient prêts. Mais en septembre 2005, Dennis W. Peterson, le président de Sailor Productions, annonce que le film sortira dans le courant de l'année 2006 et que 50% des revenus iront aux victimes de l'ouragan Katrina. Oui, tout à fait, ça sortira jamais. Mais je continue, Michael Jackson va se lancer dans un autre projet intitulé Wolfed. Un film racontant l'histoire d'un loup-garou. Et bien sûr, Michael Jackson connaissait plutôt bien le sujet, d'ailleurs ça donne même l'impression qu'il revenait au basique. Inspiré d'un roman peu connu d'Alexandre Dumas de 1857, Le meneur de loups. Produit par la nouvelle société de production de la star, Neverland Pictures, ce projet au budget de 30 millions de dollars avait été présenté lors du Festival de Cannes dans le but d'attirer des partenaires financiers. Michael devait interpréter le rôle de Thibaut, le personnage créé par Alexandre Dumas, un fils de cordonnier dans la France du XVIIe siècle. Battu à mort par un groupe de jeunes bourgeois, il fera un pacte avec le diable, matérialisé sous la forme d'un loup noir. Ce dernier lui offrira le pouvoir de blesser ou tuer tous ceux qu'il souhaite. En échange, à chaque mauvaise action, le jeune homme se transforme un peu plus en loup. Et si aucun réalisateur n'est mentionné, il faut savoir que Rick Baker, qui avait déjà travaillé sur le maquillage du clip de Thriller, était prévu pour le film. Il devait se charger de la transformation du King of Pop. C'est en novembre 2002 que Michael Jackson va évoquer en interview la préparation du film. Je n'ai pas encore lu le script de Wolfed, c'est l'un des films que nous allons faire et je suis très excité à cette idée.
Je suis ravi de travailler avec Sammy Lee, nous préparons de grands projets de films ensemble et je suis impatient. Mais personnellement, pour le coup, je suis pas forcément convaincu que ce soit une bonne idée de faire revenir Michael Jackson en loup-garou, même si le projet du film était tout de même intéressant. Le côté dramatique du livre aurait pu offrir un souffle bien différent et intéressant pour ramener Michael dans la mythologie du loup-garou. Mais ça évidemment, on ne le saura jamais, car le film ne verra tout simplement jamais le jour. Le problème dans la filmographie de Michael Jackson, c'est que tous les projets ambitieux sont restés dans les cartons. Alors que d'autres projets avec sa participation ont tout de même vu le jour, sauf que les résultats étaient plus que discutables. Oui, je parle bien de Miss Castaway, qu'on a d'ailleurs déjà évoqué sur la chaîne. Pour vous parler succinctement de la participation de Michael Jackson, il interprète le rôle de l'agent MJ. Agent MJ reporting For Miss Castaway. for Miss Castaway. Testing. This is only a test. Le film raconte l'histoire d'un groupe d'étudiants qui partent faire un concours de beauté et leur avion va se cracher sur une île déserte avec un groupe de singes étant occupés à construire une arche de Noé. L'agent MJ arrive sur l'île, envoyé par le Vatican pour les manipuler. Le film a été tourné en 2003 sur l'île d'Hawaï et les scènes de Michael Jackson ont été tournées en septembre 2003 directement dans son ranch à Neverland et plus précisément dans sa bibliothèque personnelle. Brian Michael Stoller, le réalisateur du film, a raconté à quel point c'était une expérience absolument incroyable d'avoir l'opportunité de tourner avec Michael Jackson et qu'il était heureux d'avoir réussi à tourner tous les rushs à temps malgré les différents problèmes qui pouvaient être liés à l'organisation du parc. C'est ce que va d'ailleurs raconter le réalisateur dans une interview. C'est sa maison, tout cela est normal pour lui. Il y a un train en marche autour de la propriété et il y a eu une interruption bruyante qui apparaît dans les bonus du DVD. Ses collaborateurs nous ont apporté de la soupe, nous étions là en train de parler, et là ces deux éléphants se promenaient à l'extérieur, comme si ne rien n'était. Je me tourne vers lui, je le regarde, il n'a même pas porté attention aux éléphants. Michael ayant tourné ces séquences totalement isolées, il apparaît uniquement dans le film à travers des faisceaux lumineux, n'interagissant pas directement avec les acteurs en réalité. Il récite simplement ses répliques et va même fredonner « She's out of my life ». Kind of teasing him like, she's out of your life. Like that. And he's like right here. She's out of your life. Trying to impress me by telling me you know Michael Jackson? Yes! And it's Agent MJ. She's out of your life. Le film devait sortir normalement au cinéma en 2004, mais finalement, ce sera un direct ou DVD. Mais en juillet 2009, le réalisateur de Miss Castaway, Brian Michael Stoller, déclare que le chanteur s'est associé avec lui dans une société de production, Magic Shadow, et que 3 mois avant sa disparition, les deux hommes s'étaient rencontrés afin d'envisager une adaptation d'un des livres préférés de Michael, Zay Cage, Animal at Night, un roman publié en 1984. Une histoire basée sur les expériences réelles de son auteur, Jenning Michael Burch, qui a passé la plus grande partie de son enfance en foyer et famille d'accueil. Dès 2002, Michael évoque ce livre à Stoller lors d'une visite du réalisateur à Neverland et lui demande s'il veut diriger et produire une version cinématographique. Déclarant alors « Michael m'a souvent dit qu'il avait l'impression d'avoir grandi comme un orphelin, comme un enfant adoptif parce qu'il n'est jamais chez lui. Pour lui, chaque hôtel était comme une famille d'accueil différente. Il disait qu'il se tenait assis à la fenêtre et regardait les enfants jouer à l'extérieur et pleurait parce qu'il ne pouvait pas faire comme eux. » Mais en 2003, Michael apprend que Jenning Michael Burch, âgé de 67 ans, souffre d'un cancer et risque de ne pas voir le projet du film aboutir. Stoller propose alors à Michael de le faire venir à Neverland pour l'interviewer. L'enregistrement était prévu pour paraître dans une émission de télévision spéciale et un éventuel DVD. Stoller a dévoilé une partie de cette interview en 2009 et on peut y voir Michael posant des questions à Burch sur son enfance difficile et ce dernier lui montrant un chien en peluche, le confident qui l'accompagnait partout lorsqu'il était petit. Mais pour ce projet, Michael ne souhaitait pas une grosse production. La compagnie de Mel Gibson, Icon Prod, était également partenaire de ce projet. Stoller avait écrit le scénario, mais quelques mois plus tard, Michael se retrouve sous le coup des accusations pour l'affaire Arvizo. Icon Prod, qui possédait le scénario, laisse tomber le projet. Mais Michael reprend contact avec Stoller en 2007 et la rencontre entre les deux hommes en 2009 était destinée à refaire vivre ce projet. Stoller déclarant alors « Michael était prêt à investir 8 millions de dollars et ne pas traiter avec des studios ou des producteurs. Il était déterminé à devenir réalisateur, il était déterminé à faire ce film. » Mais malheureusement, Michael Jackson étant décédé en 2009 et Burch décédé en 2013, ce projet ne verra non plus jamais le jour. On se rend compte que Michael Jackson n'était jamais loin des plateaux de cinéma. On l'aperçoit par exemple sur le tournage de Dragon Rouge, prequel du Silence des Agneaux. C'est au début de l'année 2002 que Ratner va inviter Michael sur le plateau.
La venue de la star a été intégrée au documentaire A Director's Journey, The Making of Red Dragon, qui montre les coulisses du film présent sur le DVD. On y voit les préparatifs de sa venue, l'attente des techniciens et Michael assistant à une scène entre Ralph Fiennes et Amy Watson. Ralph Fiennes, qui est au courant de la présence du chanteur sur le plateau, en profite pour plaisanter avec sa partenaire actrice durant la scène. « Chut, il va nous entendre !» « Qui va nous entendre ? Michael Jackson, il est en haut. » Ce qui provoque l'hilarité générale. On peut également parler cette même année du caméo qu'il va faire dans le film Men in Black, sûrement une de ses prestations les plus marquantes au cinéma. Ouais, je sais, ça fait bizarre dit comme ça. Men in Black 2 réalisé par Barry Sonnenfeld, qui avait d'ailleurs déjà collaboré avec Michael Jackson. Dans la mesure où Barry Sonnenfeld réalisait Les Valeurs de la famille Addams, Michael Jackson avait prévu un court-métrage qui devait teaser le film. D'ailleurs, je vous explique ça plus en détail dans la vidéo sur le film Ghost. En 2002, Michael et Barry Sonnenfeld vont se retrouver à collaborer ensemble sur le film Men in Black 2, où Michael Jackson fait un des caméos les plus mémorables du monde du cinéma en incarnant le rôle de l'agent M. Ouais, comme quoi il a toujours des rôles d'agent dans ses films. Il faut savoir qu'à la base, Barry Sonnenfeld voulait proposer un rôle d'extraterrestre à Michael Jackson. Mais celui-ci refusa, ayant peur qu'on fasse une association entre son image médiatique de l'époque, qui caractérisait Michael Jackson comme un personnage étrange, avec le fait qu'il soit un alien. C'est pour cette raison qu'il demande le rôle d'un agent et aurait voulu avoir un peu plus d'importance dans le film. Il fut par contre très heureux de pouvoir endosser le costume des hommes en noir. Barry Sonnenfeld insiste sur le fait qu'il ne voulait pas insulter Michael Jackson, mais que l'idée était de pouvoir démontrer que toutes les stars les plus importantes d'un point de vue international étaient des aliens. Il avait d'ailleurs déjà démontré dans son premier film Men in Black quand on voit tous les écrans des aliens qui sont surveillés sur Terre. Mais c'est quand on regarde la version française du film qu'on a ce sentiment de foutage de gueule. Z, les Daleks sont partis, ils ont signé le traité. Au travail! Z, vous m'aviez promis un poste officiel chez les Men in Black. Le doublage prenant le parti pris d'imiter Michael Jackson avec un accent et non pas de le doubler comme un simple acteur. Attendez, ce n'est pas ce que vous m'aviez promis. On va être coupé! Z, Je n'entends plus rien! allô? Je vous rappellerai! Je pourrais être l'agent M. Z. On aurait sans doute moins senti ce côté absurde du caméo. D'ailleurs, petite anecdote, dans la version française du premier Men in Black, Michael Jackson est mentionné pour une blague. Appelle Michael Jackson, il refusera pas, il vient de cette planète. Sans rire Michael Jackson? Bien sûr. Pas terrible comme déguisement. Mais uniquement dans la version française et pas dans la version originale du film. Étant attribué pour le coup au basketteur Dennis Rodman, qui s'explique d'ailleurs simplement sur le fait que la direction artistique du doublage français avait peur que le basketteur Dennis Rodman ne soit pas suffisamment connu du public français, et a donc préféré adapter cette blague à Michael Jackson. Mais vous savez, d'une certaine manière, la présence de Michael Jackson dans Men in Black 2, c'est un peu le reflet de l'histoire de sa vie avec le cinéma. C'est-à-dire supplier pour avoir une place plus importante alors que personne ne veut de lui. Quand l'agent Z promet une place à l'agent M en tant que Men in Black sans jamais avoir l'intention de lui donner, c'est la métaphore parfaite de Michael Jackson qui réclame un rôle au cinéma mais qui ne rend compte que de fausses promesses ou de projets non aboutis. Et pourtant, dans les années 90 et 2000, bon nombre de projets auraient aimé avoir une participation de Michael Jackson dedans. Il aurait eu par exemple la possibilité d'interpréter Édouard aux Mains d'Argent, un rôle qui, sans mauvais jeu de mots, aurait été cousu main pour lui. Déjà sur le design du personnage, mais aussi sur la métaphore du héros qui se colle parfaitement à sa vie. Un homme jugé pour sa différence et seulement apprécié pour son art. Et puis très honnêtement, voir Michael Jackson donner la réplique à Vincent Price qui joue dans le film, ça aurait été incroyable. Stan Lee aussi avait évoqué l'idée que Michael Jackson voulait racheter Marvel pour pouvoir incarner Spider-Man au cinéma. Mais cette anecdote, je pense que je vous en ferai une vidéo un peu plus tard. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Tout ça pour dire que Michael Jackson s'est battu pour trouver sa place dans un milieu cinématographique où on ne voulait pas ou plus de lui. Étant lui-même un personnage tellement atypique qu'il aurait été extrêmement difficile pour le spectateur d'oublier qu'il regarde Michael Jackson. Et donc tout aussi difficile pour un réalisateur et un producteur d'avoir la vision d'un personnage qui pourrait reprendre les traits de Michael Jackson ayant lui-même un physique très atypique. Et donc une complexité énorme à faire oublier aux spectateurs qu'ils sont en train de regarder Michael Jackson. Mais d'un autre côté, comme on dit, si les choses ne se sont pas faites, c'est qu'elles ne devaient tout simplement pas se faire. Et d'une certaine manière, Michael Jackson va vivre ses rêves de cinéma directement dans ses propres courts-métrages. Mais d'un point de vue plus personnel, pour le fan de pop culture que je suis, je dois admettre que j'aurais rêvé
de voir Michael Jackson dans bien plus de projets cinématographiques. Et je pense que c'est sur ces paroles que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Je tiens à remercier plus particulièrement Rachel, autrice des articles du site On MJ Footstep, qui a fait un superbe article autour de Michael Jackson et les projets cinéma, ce qui m'a beaucoup aidé pour écrire la vidéo. Je tiens également à énormément remercier Dirty Tommy qui m'a invité sur un de ses lives pour parler de Michael Jackson au cinéma, ce qui m'a donné l'idée de vous en faire une vidéo aujourd'hui et je lui dédicace maintenant. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis. Sky.